Nous en sommes à la sixième capsule, donc la dernière du chapitre 7, optimisation. Donc cette fois-ci, on va oublier les inéquations. On va se concentrer sur une autre forme d'optimisation, mais cette fois-ci, on va utiliser nos notions géométriques. Donc, il va faire un lien avec des figures équivalentes, donc soit des figures planes équivalentes ou soit des solides équivalents. Donc, sans plus tarder, je sens que tu te meurs d'envie de savoir qu'est-ce que c'est que des figures planes équivalentes et des solides équivalents. Donc, des figures planes équivalentes, ce sont des figures qui ont la même aire, la même surface, peu importe la forme de la figure. Donc, dans les figures, on parle de carré, rectangle, triangle, trapèze, losange, etc. Donc, des figures en deux dimensions. Donc, lorsqu'on a deux figures qui ont la même aire, je vais pouvoir dire que ces deux figures-là sont équivalentes. Donc, allons-y. Est-ce que ces deux figures-là sont équivalentes? Est-ce que le rectangle, figure numéro 1, est équivalent au triangle, figure numéro 2? Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'aire du rectangle. Donc, je vais aller chercher la formule de l'aire du rectangle, qui est base fois hauteur, 4 fois 2, c'est égal à 8 cm². Maintenant, je vais calculer l'aire de ma figure numéro 2, qui est le triangle, dont la formule est la suivante. Aire du triangle est égale à base fois hauteur divisé par 2. Ma base mesure 4, ma hauteur mesure 4. 4 fois 4, 16 divisé par 2, ça me donne 8. Ah, ben voilà. Donc ici, j'arrive avec l'aire du rectangle qui vaut 8 cm carré, l'aire du triangle qui vaut 8 cm². Donc, je vais pouvoir conclure que le rectangle numéro 1 est équivalent au triangle numéro 2. Et voilà la raison pourquoi, car ils ont la même aire. Donc, voilà. Donc, dans un problème et dans un examen, dans un exercice, si on te dit est-ce que les deux figures sont équivalentes, tu trouves l'aire de l'un, l'aire de l'autre. Si les deux ont la même aire, tu conclus qu'ils sont équivalents car ils ont la même aire. Ce sera le justificatif à utiliser. Qu'en est-il maintenant des solides équivalents? Donc, les solides équivalents, donc là, ici, on parle de solides, donc des figures en fait, des figures en trois dimensions, donc du 3D, donc un cube, un cylindre, une sphère, peu importe. Donc, à ce moment-là, quand je vais dire que deux cylindres ont le même volume, je vais pouvoir dire que ce sont des solides équivalents. Donc, j'y vais. Démonstration, j'ai un cube ici, donc avec les dimensions, j'ai une pyramide à base carrée. Je veux vérifier si mes deux solides sont équivalents. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser les formules de volume. Attention, ce ne sera pas les formules d'air. On dit que des figures sont équivalentes si ont la même aire, et j'insiste, des solides équivalents ont le même volume. Si deux solides ont la même aire totale, ça n'a rien à voir avec des solides équivalents. Donc, j'y vais. Je calcule, je vais aller chercher d'abord la formule du volume d'un cube qui est égale à C à la 3, donc 2 fois 2 fois 2, 2 à la 3 qui donne 8 cm3. Je vais chercher maintenant la formule de la pyramide à base carrée. Donc, à ce moment-là, ma deuxième figure, volume de la pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisée par 3, est égal à 2 fois 2 fois 6. Donc, l'aire de la base, 2 fois 2. La hauteur qui vaut 6 de la pyramide, donc qui est bien indiqué ici. Donc 2 fois 2, 4 fois 6, 24 divisé par 3, 8. Donc les deux ont la même réponse, ont le même volume. Donc je vais pouvoir dire que le cube numéro 1 est équivalent à la pyramide numéro 2, car ils ont le même volume. Donc, ne t'inquiète pas, je vais te laisser dans le plan de travail une feuille aide-mémoire qui va te permettre de retrouver les formules d'air et de volume, mais surtout de volume des solides. Voilà. Donc, maintenant ici, c'est un problème où on recherche une mesure manquante en supposant, donc, que par hypothèse, je te dis que mes deux figures sont équivalentes. Donc, deux figures équivalentes. Figure sous-entend figure plane, deux dimensions. Donc, qui sont équivalentes, ça veut dire qu'ils ont la même aire, la même surface. Donc, je compare mes deux figures, je dis au départ qu'elles sont équivalentes et il va falloir que je trouve une mesure manquante, c'est-à-dire la longueur de la petite diagonale du losange. Donc,
première des choses à faire, je vais dire les deux figures ont la même aire car elles sont équivalentes. Ce sera la première phrase que tu devras écrire dans tout problème qui ressemble à celui-ci. Donc, tu veux rechercher une mesure manquante d'entre deux figures équivalentes. Tu débutes ton problème en me donnant cet énoncé-là qui est très, très, très important. Ensuite, on va prendre, donc on va pouvoir dire que l'aire du losange est égale à l'aire du carré. Je vais aller chercher la formule de chacun. Donc, je vais calculer l'aire du carré. Donc, la formule, ici, j'ai l'aire du carré qui est égale à C à la 2. Je fais le calcul, c'est 12 à la 2, ça fait 144 cm². Donc, je sais que le carré a une aire de 144 cm² et, par conséquent, parce que je sais que mes deux figures sont équivalente, je vais pouvoir dire le losange aussi, lui, a 144 cm². Donc, ça sera de résoudre ce problème suivant. Donc, l'aire du losange, je sais que c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Je complète avec toutes les mesures que je connais. Donc, je sais que la grande diagonale vaut 36. Donc, grande diagonale ici, elle vaut 36. La petite diagonale inconnue divisée par 2. Donc, je sais que ça fait 18D si je simplifie. Donc, à partir de, sachant que je sais que l'aire du losange est égale à l'aire du carré, je vais pouvoir écrire ces deux termes-là ici ensemble pour former une équation. Donc, je vais pouvoir dire l'aire du losange, bon, que j'ai simplifié avec 18D parce que ça s'est simplifié bien, sinon tu aurais pu écrire 36D sur 2 ici. Donc, mais par contre, je l'ai déjà simplifié, donc l'étape est faite. 18D est égal à 144 parce que l'aire du carré a 144 et je sais que mes deux figures ont la même aire, donc elles sont équivalentes. Donc, après ça, ben, c'est un problème de résolution d'isolation de variables. Donc, divise par 18, divise par 18, ce qui veut dire que ma petite diagonale, on va trouver qu'elle mesure 8 cm. Donc, voilà pour la recherche de mesures manquantes. Je poursuis. La même chose, recherche de mesures manquantes, mais cette fois-ci dans des solides équivalents. Donc, solides équivalents, ils n'ont pas la même aire, hein? J'insiste, ils n'ont pas la même aire totale, les deux solides équivalents. Ils ont le même volume. 3D volume. Donc, les deux solides ont le même volume car ils sont équivalents parce que ça m'a été dit dans le premier énoncé dans le problème. Les deux solides ci-dessous sont équivalents. Ah, OK. Donc, j'ai écrit ma phrase, mon énoncé qui me dit les deux solides ont le même volume car ils sont équivalents. Même principe que pour les figures, je vais pouvoir dire que le volume du cylindre est égal au volume du cône. Vous avez remarqué que j'ai mis volume du cylindre en premier parce que c'est lui qui a l'inconnu. Donc, l'inconnu va être à gauche, le connu va être à droite. Donc, ce qu'on va faire, on va donc calculer le volume du solide dont je connais toutes les dimensions nécessaires pour le faire. Donc, je vais chercher le cône. Le cône, je sais que le volume, c'est pi r carré h sur 3. Donc, il va falloir que j'aille chercher la hauteur, mais la hauteur, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, la hauteur est perpendiculaire au rayon et ici, on a ce qu'on appelle l'apothème du cône. Donc, ça forme un triangle rectangle. Donc, on va aller chercher notre bon vieux Pythagore. Notre bon vieux Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que h au carré plus 6 au carré est égal à 10 au carré. Mais si j'isole le h, je vais faire 10 à la 2 moins 6 à la 2 racine carrée. Donc, ma hauteur va me donner 8. Donc, j'ai utilisé ici la formule de Pythagore pour trouver la hauteur. Je vais maintenant pouvoir compléter le problème. Donc, le volume du cône, c'est égal à pi fois 6 à la 2 fois 8. Donc, 6, c'est le rayon à la 2. 8, c'est la hauteur. Je simplifie cette expression-là, puis je dis pi, dans le fond, je dis pi parce que c'est et, mais je voulais parler du pi en plus, donc il aurait fallu dire pipi. Bon, ça ici, pipi, aussi, vous savez que si on écrit la lettre pi deux fois, ça veut dire que c'est ça, on va aux toilettes et voilà. Niaiserie, c'est niaiserie, j'arrête mes niaiseries. Je continue. OK, donc pi fois 6 à la 2 fois 8 sur 3, je simplifie. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 96 pi. Donc, tu vois, le pi, je ne l'ai pas intégré dans le calcul. Je l'ai comme géré comme si c'était une variable. Donc, 96
pi, c'est 96 fois 3,1415,9, etc. Donc, pas besoin de faire le calcul. On va le laisser en pi, ça me donne une façon encore plus juste de le laisser. Donc, je fais comme si pi était une variable. Maintenant, l'autre, le volume d'un cylindre. Je sais que ma formule, c'est pi r carré h. Donc, je vais mettre toutes les informations que je connais. Volume du cylindre est égal à pi fois 4 à la 2 h, parce que je connaissais le rayon, mais pas la hauteur. Donc, j'ai rien ici pour trouver la hauteur. C'est ici, dans cette étape-là, que je vais pouvoir la trouver. Donc, ça va faire 16. Donc, 4 à la 2, c'est 16. 16 fois pi. Donc, je l'ai laissé comme ça. Je n'ai pas fait le calcul 16 fois 3,14. J'ai vraiment laissé 16 pi. H fois H qui est mon inconnu. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais pouvoir marquer 16 pi H. Donc, cette section-là, je sais qu'elle est égale à 96 pi. Donc, comment on résout ça? Qu'est-ce que je dois trouver? C'est la hauteur. Donc, ce qui veut dire qu'à gauche, je vais diviser par 16 pi. À droite, je vais diviser par 16 pi. Donc, ici, le 16 pi va disparaître, mais à droite, je vais avoir cette fraction-là. Donc, qu'est-ce qui va se produire pour simplifier ça? Bien, tu simplifies le pi avec le pi, un peu comme si c'était le x avec le x en bas. Donc, ça simplifie. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire comme calcul? 96 divisé par 16. Donc, ta hauteur ici va te donner 6, parce que 96 divisé par 16, ça donne 6. Et le pi avec le pi se simplifie. Donc, on a trouvé la mesure manquante dans des solides équivalents. Donc, on calcule le solide, le volume de l'un, qu'on égalise avec le volume de l'autre, qui nous permet de trouver la mesure manquante. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, ici, ça va être un peu plus théorique. Donc ici, je veux comparer des figures planes qui sont équivalentes. On va regarder, entre autres, dans ces figures-là, qu'est-ce qui se produit au niveau de leur périmètre. Donc, je dis que mes trois triangles, donc j'ai trois triangles différents. J'ai un triangle ici isocèle, j'ai un triangle rectangle, ici j'ai un triangle équilatéral. Je sais qu'ils ont la même aire. Donc, s'ils ont la même aire, ça veut dire que si je calcule l'aire de celui-là, donc c'est base fois hauteur divisé par 2, c'est racine carrée de 3 fois 18 divisé par 2. Je fais la même chose, 2 fois racine carrée de 3 fois 9 divisé par 2. Et ici, bon, qu'est-ce que je ferais pour calculer l'aire quand je connais les trois côtés? Bon, tu peux trouver la hauteur ici. La base, tu vois, donc ça va être un 3 ici divisé par 2 parce que la hauteur d'un triangle équilatéral coupe en deux la base. OK? Donc, tu as 3 ici. Puis là, tu pourrais faire un Pythagore pour trouver la hauteur. Sinon, tu pourrais aussi utiliser avec les trois côtés d'un triangle la formule de Héron. Je ne sais pas si tu te rappelles en algèbre, la formule de Héron. Donc, on trouve le demi-périmètre. Mais là, pour l'instant, je n'insisterai pas là-dessus. Donc, voici. En calculant l'aire de lui, l'aire de lui, l'aire de lui, donc je m'aperçois que ça me donne une aire de 15,59. Donc, ils ont tous la même aire. Mes figures sont donc équivalentes. Ils ont la même aire. OK, donc là, je sais que la racine carrée de 3, ça donne 1,73. Je sais que avec le 18 ici, moi, dans le fond, ce que je veux, là, c'est de calculer le périmètre de ce triangle-là. Donc, je vais y aller ici, celui-là, en le coupant en deux. Donc, ça veut dire racine carrée de 3 sur 2, donc 1,73 divisé par 2. OK? Mais je le laisse sous cette forme-là, c'est encore plus précise. Et pour trouver en fait cette mesure-là, j'utiliserai Pythagore. Donc, j'utiliserai la mesure du côté ici, qui serait lui à la 2 plus 18 à la 2, je fais la racine carrée. Donc, j'utilise Pythagore. Donc, ça ici, c'est le petit côté rouge. Okay, qui est en nombre encore plus précis, qui pourrait être en nombre à virgule, mais je l'ai laissé très précis. J'applique Pythagore et ça me donne que le C vaut 18,02. Donc, comme le côté vaut 18,02 et que c'est un triangle isocèle, donc lui aussi il vaut ça, donc j'additionne les trois côtés. Donc,
le périmètre va me donner 1,73 plus 18,02 plus 18,02, qui me donne un périmètre de 37,77. Je fais la même chose ici. Donc, ici, je complète pour trouver le troisième côté, pour trouver son périmètre. Donc, lui, c'est sa valeur en nombre à virgule. Je trouve avec Pythagore, donc, le côté manquant qui est ici. Donc, C est égal à la base à la 2 plus 9 à la 2. Je fais la racine carrée de ça pour calculer cette mesure-là manquante qui fait 9,64. Donc là, j'additionnerai les trois côtés, touc, 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 et je trouve le périmètre, donc 3,46 plus 9,64, qui me donne 22,1. Donc là, je vois ici que le périmètre se réduit. Et donc, qu'est-ce qui arrive si je veux calculer le périmètre? Celui-là, il est facile, c'est 3 fois 6, donc 18. Donc, je m'aperçois que le périmètre est encore plus petit. Donc, on va arriver à la conclusion que plus mes valeurs de côté vont se rapprocher l'une de l'autre, donc plus les côtés vont être équivalents, plus mon périmètre sera petit pour des triangles qui ont la même aire. Donc, la phrase à retenir dans cette partie-là, c'est de tous les triangles équivalents, c'est le triangle équilatéral qui a le plus petit périmètre. Voilà, à retenir. Tu peux te faire une capture d'écran de cette partie-là, si tu veux, pour bien retenir ta leçon. Je continue. Allons-y avec des figures équivalentes, cette fois-ci avec des quadrilatères. Donc, ce que je vais faire, je sais qu'ils sont tous équivalents. Je calcule l'aire de chacun. Ils ont tous une aire de 36 cm². Je calcule le périmètre de chacun. Donc, j'additionne les quatre côtés de chacun. Donc, ici aussi, là, là et là. Donc, voilà, je te laisse regarder un petit peu pour voir si tu as bien compris comment j'ai calculé ça, mais c'est vraiment le périmètre. Donc, tu sais, ici, c'est 12 plus 3, puis je l'ai deux fois. C'est pour ça que c'est ça. Donc, ça va. Donc, je calcule le périmètre. Qu'est-ce qui arrive? Bon, celui-là, il y a un plus long périmètre. Là, ici, il y a un plus petit, encore plus petit, encore plus petit, encore plus petit. Donc, quand mon rectangle, tranquillement, il va s'approcher d'un carré, je vais m'apercevoir que c'est lui qui va avoir le plus petit périmètre. D'où l'énoncé suivant de tous les rectangles équivalents, c'est le carré qui a le plus petit périmètre. Voici, capture d'écran. Je continue. Donc, maintenant, si je comparais tous les polygones réguliers, des polygones réguliers, c'est ceux qui ont tous leur côté isométrique. Donc, trois côtés isométriques, quatre côtés isométriques, cinq côtés. Donc, c'est un triangle équilatéral, c'est un carré, c'est un pentagone régulier, c'est un hexagone régulier, donc heptagone régulier. Donc, ici, il y aurait tous le mot régulier dans ce cas-là. Donc, de tous les polygones équivalents à n côtés, si tu veux savoir, c'est le polygone régulier qui a le plus petit périmètre. Donc, quand tu compares des triangles ensemble, c'est le triangle équilatéral qui va avoir le plus petit périmètre. Quand tu compares des octogones ensemble, donc tu vas avoir des octogones irréguliers, puis tu vas avoir l'octogone régulier. Donc, c'est le régulier qui va avoir le plus petit périmètre. Capture d'écran. Voici des polygones réguliers équivalents. Donc, chacun a une aire de 1000. Donc, je te l'ai indiqué dans le tableau suivant. Donc, j'ai les dimensions ici. Donc, je calcule chacune des dimensions. Donc, et je trouve le périmètre pour chacun. Donc, je trouverai ici polygone régulier. Donc, comme la base mesure 48,0562, lui aussi, il a la même valeur. Donc, c'est cette valeur-là x 3 qui donne ça, cette valeur-là x 4 qui donne ça, cette valeur-là ici x 5 qui me donne le périmètre, etc. Et quand je regarde le périmètre de chacun, donc regarde bien ici, les polygones réguliers, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont tous la même aire, ils sont équivalents. Mais je remarque que plus il y a de côtés, mon polygone régulier, plus le périmètre est petit. Donc, si je compare celui-là avec celui-là, lui, il a un périmètre plus petit. Donc, le carré, il a un périmètre plus petit que le triangle, sachant que les deux ont la même aire. Donc, je continue comme ça. Et finalement, ben, c'est le cercle qui va avoir le plus petit périmètre parce que c'est lui
qui a le plus grand nombre de côtés. En fait, c'est un cercle, c'est comme si c'était un polygone régulier avec un nombre infini de côtés. Donc, le cercle, c'est lui qui va avoir le plus petit périmètre. Donc, voici les énoncés, l'énoncé qui va ressortir de celui-là, plus le nombre de côtés augmente, plus le périmètre est petit. Et de tous les polygones réguliers équivalents, donc quand tu compares des polygones réguliers, c'est-à-dire qui ont tous leurs côtés isométriques, le polygone ayant le plus grand nombre de côtés a le plus petit périmètre, et dans ce cas-ci, c'est le disque, le cercle qui aura le plus petit périmètre. La plus petite circonférence, en fait. C'est pour ça que j'ai marqué ici P égale C, donc périmètre égale circonférence. On parle de circonférence pour un cercle qui est la même chose que le périmètre. Donc, vas-y, capture d'écran à conserver dans tes notes. Le potager protégé. Donc, ici, tu vas avoir un document dans ton plan de travail que tu devras télécharger, que tu devras compléter. Donc, ici, je t'explique un peu le problème. C'est que tu as une clôture de 60 mètres et parmi les polygones réguliers ci-dessous, de quelle forme devrait être le potager pour maximiser sa superficie. Mais dans ton document, je veux que tu me démontres l'énoncé qui va ressortir de celui-ci. Ça va? Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette partie-là. Donc, tu vas aller télécharger le potager protégé. Donc, ici, tu vas avoir, justement, avec une clôture, tu veux avoir un jardin, puis tu veux te protéger des animaux qui pourraient venir manger dans ton jardin. Ici, c'est l'éléphant. On sait que les éléphants au Québec viennent dévorer ce qu'on a dans le jardin. Donc, c'est pour ça qu'on doit utiliser de la broche à poules pour chasser les éléphants. Maintenant, on y va avec comparaison des solides équivalents. Donc, je compare des solides qui sont équivalents. Ça veut dire qu'ils ont le même volume. Donc, ce n'est pas la même aire, c'est le même volume. Donc, voici quelques prismes droits à base rectangulaire non isométrique. Je dis qu'ils sont équivalents, donc ça veut dire qu'ils ont le même volume. Donc, le volume du premier, d'un prisme, c'est toujours la base fois la hauteur. Donc, on calcule le volume de chacun. Donc, 8 fois 9 fois 3, 6 fois 12 fois 3, 6 fois 9 fois 4, etc. Donc, chacun va avoir un volume de 216. Tu peux le faire si tu le veux, si tu ne me crois pas. 216. Donc, allons-y. Et je vais comparer les aires totaux, l'aire totale de chacun des solides. Donc, l'aire totale de la formule, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, ici, périmètre de la base fois la hauteur. Donc, ça, c'est plus 2 fois la base, donc plus 2 fois 8 fois 9, donc etc. Donc, c'est comme ça qu'on va le calculer. Donc, genre, je t'ai fait pour le premier, je ne te ferai pas pour toutes les autres. Je vais te donner les réponses. Si tu veux, tu te mets sur pause, puis tu en calcules un ou deux autres, puis tu vérifies si tu auras la bonne réponse. Donc, la totale ici, donc c'est périmètre de la base. Donc, pour celui-ci, c'est 2 fois, OK, 8 plus 9, parce qu'ici, j'ai un autre 8, j'ai un autre 9, c'est pour ça que je fais 2 fois. Donc, 2 fois 8 plus 9, plus fois 3, qui est la hauteur. Et ensuite, je calcule l'aire des deux bases. Donc, la base ici, qui est le rectangle en dessous, le rectangle au-dessus, qui mesure 8 par 9, je l'ai 2 fois. Donc, c'est pour ça que j'ai ça. Et ça va donner 246. Donc, celui-ci, il mesure 246. Lui, en faisant tes calculs, 252, 228, 312, 216. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ben, pour des solides équivalents dans les prismes, plus il se rapproche du cube, plus son aire sera petit. Donc, c'est entre autres comme ça dans des compagnies d'emballage qui vont souvent utiliser une forme qui va se rapprocher le plus possible d'une figure régulière pour justement s'assurer que l'emballage qu'ils vont utiliser sera de plus petite superficie. Donc, plus le prisme rectangulaire s'approche de la forme d'un cube, plus l'aire totale diminue. Voilà. Et de tous les prismes rectangulaires équivalents, c'est le cube qui a la plus petite aire totale. Allez-y avec une capture d'écran à mettre dans vos notes de cours. Je continue. Comparaison de solides de même aire totale. Là, ici, regardez bien, je perds la voix.
Donc ici, on a tous la même aire totale, puis on va regarder qu'est-ce qui arrive avec le volume. Donc là, ici, je ne vous demanderai pas de faire les calculs, je vous les donne. Donc l'aire totale de celui-ci, l'aire totale de celui-là, l'aire de lui, l'aire de lui. Donc chacun donne 216 cm². Et qu'est-ce qui arrive si je prends le cube? Son volume va donner 216. J'augmente le nombre de faces de mon solide. Donc, qu'est-ce que je vois? Ça réduit. Ici, j'augmente. En fait, non. Pas ça réduit, ça augmente. Voilà. Donc, ici, c'était le solide a une aire totale de 216. Ça donne qu'il a le même volume aussi. Là, ici, je vois que son volume augmente, plus le nombre de faces augmente, plus le volume augmente. Donc, plus le solide régulier a de faces, plus le volume est grand. Et si jamais je voulais rajouter un solide qui a la même aire que lui, et le solide qui aurait le plus de faces possible, ça serait finalement la sphère, la boule. Donc, je calcule l'aire totale, qui serait de 216 cm². Et si je voulais calculer son volume, donc je sais que l'aire totale, c'est 4 pi R2. Ici, je te montre ici qu'est-ce qu'on fait à partir de l'aire totale d'une sphère pour calculer son volume. Donc, j'ai besoin d'isoler le rayon. Donc, l'aire totale, c'est 216. Donc, 4 pi R2 est égal à 216. Divise par 4 pi des deux côtés, divise par 4 pi. Et ensuite, parce que je veux trouver le rayon qui est à la 2, je fais la racine carrée. Donc, 216 divisé par 4 pi, racine carrée. Mon rayon vaut 4,15 cm environ. Je prends donc mon volume de 4,15, puis là, je vais le mettre dans la formule du volume, 4 pi R3 sur 3, qui va faire 4 fois, parenthèse, 4,15 exposant 3. Tu prends ta calculatrice, tu calcules ça, et hop, le volume sera de 299,39. Donc, si je compare maintenant tous ces solides-là, lui, le cube, l'octaèdre régulier, le dodécaèdre et l'icosaèdre, plus j'augmente de face, puis si j'arrive avec la sphère qui a une infinité de faces, ben je m'aperçois que c'est lui qui va avoir le plus grand volume. Donc, je vais pouvoir conclure ceci. De tous les solides de même aire totale, c'est la sphère, la boule, qui a le plus grand volume. Capture d'écran. Je tasse mon pointeur. Et c'est ainsi que se termine le chapitre 7. Donc voilà, c'est terminé ici. Donc c'était une longue capsule d'environ 28 minutes, mais je sais que tu es solide et efficace et je sais que au niveau des capsules, quand elles sont longues, ben, tu peux les couper, tu peux prendre des pauses de temps en temps, donc tu n'as pas besoin de toutes les écouter d'une seule traite. Donc voilà. Donc je te laisse là-dessus et puis bon travail et amuse-toi bien. Bye bye.